Épicentre citoyen. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté, de répondre à mes questions parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'étais chez une amie et j'ai allumé la télé et je suis tombée sur vous, sur France 3 au journal. C'est la chance que j'ai parce que j'ai pas de télé, donc la seule fois où je l'allume, je tombe sur un sujet qui m'intéresse. Vous étiez là pour parler, des listes citoyennes. Vous avez constitué une liste citoyenne, à Saint-Lunaire. C'est tellement beau ce nom de ville. Franchement, c'est hyper poétique. En plus, donc c'est dans le nord de la Bretagne, près de la mer? Absolument. C'est tout près de Saint-Malo, tout près de Dinard. On est voisins de Dinard. On est entre Dinard et Saint-Briac. C'est une ville de combien d'habitants? Alors c'est une ville de alors, comme toutes les villes balnéaires, il y a 2 chiffres. Il y a un chiffre, qu'on Oui. connaît, voilà, 2 770, et puis, une estimation entre 12 et 15 000, l'été. Ouais, c'est énorme. Comme Saint-Malo, ça passe de 50 000 à 200 000, l'été, quoi. Et ce sont des estimations parce que, selon les week-ends, les jours, et cetera, c'est à géométrie variable. Les maisons sont habitées avec 2 personnes ou 15 personnes, selon, la période de l'été. Donc, c'est vrai que c'est une estimation, donc ce qui fait que ce sont des villes, très particulières, comme toute la côte bretonne, hein, somme toute, qui connaît ces variations de population. Donc ça veut dire qu'il faut des infrastructures, à l'échelle, finalement maximum, hein, c'est-à-dire, à l'échelle estivale pour, gérer. Donc ça crée, des tensions parfois, effectivement des difficultés, entre, notamment la partie budgétaire pour pouvoir, avoir, des infrastructures à la hauteur, de ces, 10 à 15 000 personnes alors que on n'est que 2 700 à vivre, en résidence principale, toute l'année. C'est ça que je trouve vraiment intéressant dans, tout ce qui touche au municipal, c'est que chaque commune, en fait, a, des particularités, des défis qui lui sont propres. Alors qu'on peut avoir en commun avec nos voisins ou d'autres villes, mais vraiment, il y a c'est fascinant à quel point ça peut changer d'une commune à l'autre. Et j'aimerais bien savoir, vous, pourquoi, vous avez constitué cette liste? Qu'est-ce qui vous a amené là? Oh, il y a de multiples raisons. La première raison, c'est de dire que, vraiment, on vit dans une époque où la démocratie, en général, est mise à mal, que ce soit au niveau international, voilà, je fais pas de dessin, mais aussi au niveau, national. Je pense qu'on a une crise, on parle de crise de démocratie, de déni de démocratie ou de fatigue démocratique ou d'essoufflement démocratique. Enfin, les termes sont assez, significatifs, assez signifiants, de la situation qu'on est en train de vivre. Et en fait, il se passe quelque chose, mais c'est vrai, sur le plan de la démocratie, mais c'est vrai aussi sur le plan d'un certain nombre de services, où le citoyen reprend un peu la place, qu'il a jamais, finalement enfin qu'il a toujours perdue, hein, puisque, je pense à la démocratie représentative, c'est depuis la Révolution française, qu'on est dans ce schéma démocratique. Alors, il en existe d'autres, hein, schémas démocratiques que la représentation. Et on délègue une partie de la quasi-totalité de notre citoyenneté à des représentants, qui reviennent 6 ans après, et qui font ce qu'ils veulent, entre guillemets, pas totalement, mais j'exagère un peu pour, accentuer un Bah, peu le propos, à peine, hein, quand même. à peine, et on voit bien effectivement que le citoyen reprend en main, sa vie. C'est vrai, je pense les femmes ont repris en main leur corps dans les années 70 grâce à Simone Veil. Je pense que, le citoyen reprend un peu, dans le monde de la médecine, sa place, qu'il a jamais, finalement, eue, auparavant. On voit effectivement des associations, qui, prennent une place importante dans la recherche ou dans le parcours de soins. Alors c'est vrai beaucoup au Canada, mais c'est vrai aussi en France. On voit quand même, des grandes associations caritatives qui accompagnent et qui, portent une vision, finalement de patientèle du patient, mais finalement du citoyen. Je prends d'autres exemples, on voit sur la fin de vie, aujourd'hui, c'est, finalement les citoyennes, pardon, qui, portent ce sujet-là et que les politiques, je prends l'exemple du Sénat qui est totalement opposé, mais les sénateurs, les députés sont un peu frileux et que les représentants finalement de nous, de notre représentation est aujourd'hui pas à la hauteur, des enjeux de la citoyenneté. Et donc, on se dit que sur le plan, à l'échelle municipale en tous les cas, on se dit qu'il y a une échelle locale qui permet de penser une autre forme de démocratie. Et ça fait quand même quelques années que les penseurs,
les intellectuels, les Rosanvallon, etc., Jean Jaurès, réfléchissent à des nouvelles formes de démocratie et pas uniquement la démocratie représentative, dans lequel on est enfermé comme un dogme, comme une religion. En fait, il existe aujourd'hui d'autres formes de démocratie. Donc, on se dit qu'à l'échelle locale, en tout cas, on a toutes les cartes en main pour créer les conditions d'une nouvelle forme de démocratie locale, qu'on va appeler démocratie participative, d'autres l'appellent démocratie citoyenne, mais on a aujourd'hui toutes les cartes en main. Rien ne nous empêche, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue législatif, de mener et de mettre en place une autre forme de démocratie participative avec l'ensemble des personnes qui le souhaitent. Ça m'interpelle ce que vous dites. Vous dites qu'on a tout en main, mais la municipalité, la commune, elle est prise, quand même dans un carcan. C'est-à-dire que beaucoup de choses lui sont imposées. Elle a des restrictions très fortes qui lui viennent des échelons, au-dessus, non? Que ce soit l'agglo, que ce soit, le département, la région, la nation. Vous croyez qu'il y a vraiment du jeu pour pouvoir instaurer j'ai même vu dans une interview, vous parliez, d'autodémocratie. Vous Oui, en pensez que fait, c'est jouable? oui, c'est totalement jouable. C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait croire effectivement qu'il y a des carcans. Bon, il y a des réglementations, faut pas les nier. On n'est pas dans un monde isolationniste, mais du point de vue de la démocratie, certes, on a des procédures, certes, les décisions doivent être validées en conseil municipal, mais en amont de cette décision, le processus d'élaboration, du constat, de la décision, elle peut prendre toutes les formes qu'on souhaite prendre. Il n'y a aucun frein, aucune limite. Et là, le carcan, il n'existe pas. Il y a simplement une culture du chef, pour patriarcal, pour être plus explicite, qui a dominé la vie locale pendant des années et des années, pendant des dizaines d'années, pendant une centaine d'années, mais c'est vrai sur le plan national, c'est encore plus vrai en France que dans d'autres pays plus fédéralistes, mais en France, on est dans un système quand même extrêmement patriarcal, extrêmement organisé et descendant, alors qu'à l'échelle municipale, on peut tout faire, mais vraiment. On peut créer des comités citoyens, on peut créer des conventions, on peut créer des méthodes pour permettre à des citoyens d'apporter, de travailler à la solution dans un cadre budgétaire déterminé, dans un mandat déterminé. Mmh. On donne mandat aux élus, eh bien on peut donner un mandat à des collectifs de citoyens plus ou moins représentatifs de la population par tirage au sort, etc. On peut revenir aux bases même de la démocratie grecque pour essayer effectivement de construire une démarche. L'enjeu est extrêmement important. Quand on voit le constat que fait le CEDIPOV tous les ans, qui est l'organisme de recherche de Sciences Po Paris, qui constate effectivement l'effritement plus que l'effritement, l'effondrement de la relation de confiance entre les citoyens et les élus, avec en tête évidemment, mais là on voit la hiérarchisation nationale et le maire qui, malgré un niveau encore élevé de confiance, diminue d'année en année. Quand on voit le nombre de listes aujourd'hui qui se sont présentées aux dernières municipales, on s'aperçoit que dans les communes de 1000 à 20 000 habitants, les cas de liste unique, c'est-à-dire où il n'y a pas deux listes, une seule liste, est passé de 32% à 48% de 2014 à 2026. Mmh. Donc l'offre politique diminue. Et donc on voit apparaître évidemment une conséquence, le corollaire immédiat, c'est la baisse de la participation, et y compris effectivement à l'échelle municipale, qui était une échelle souvent effectivement à très fort niveau de participation. Et là on est tombé au niveau national à 57%. Bon, il y a le scrutin du Covid de 2020 qui est un peu particulier parce que tout le monde avait très peur de la propagation du Covid, mais on est un des taux de participation les plus bas qu'on ait jamais connus à l'échelle municipale. Donc on voit bien que aujourd'hui, cette démocratie représentative, cette, euh, cette manière de faire très verticale. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti, hein, qui a été organisé en janvier 2026, donc très récent, hein, en amont des élections municipales. 75% des Français, on peut le retrouver, c'est l'IFOP qui l'a organisé avec Fréquence Commune, on y reviendra peut-être tout à l'heure. 75% des Français ne veulent plus d'un fonctionnement municipal trop vertical et souhaitent une implication plus forte des citoyens dans les décisions municipales. Donc on voit bien en fait que quand on fait ce constat-là, je ne parle pas encore des solutions, mais ce constat-là
de dire, on est dans une crise démocratie, représentative, on a de moins en moins de participation, on a une offre politique qui diminue, on a des gens qui veulent une manière de faire différente et qu'on a toutes les cartes en main à l'échelle locale pour le faire, nous on s'est dit, et je me suis dit, on y va. Et on essaye de créer les conditions d'une démocratie participative et citoyenne pour réveiller en fait le citoyen qu'on est. C'est un droit et qui est fondamental. Et en fait, tout est fait aujourd'hui dans cette démocratie représentative pour tuer finalement la forme de citoyenneté qui existe en nous. Alors, on aura beau multiplier les élections, le simple fait de voter ne constitue pas effectivement, Mmh. certes, c'est un acte citoyen, mais ne constitue pas une citoyenneté en soi. Et donc, nous, notre enjeu et notre vision, j'allais dire, politique au sens premier du terme, voire philosophique, c'est de dire, faisons en sorte que le citoyen soit citoyen tout au long, effectivement, de sa vie et pas uniquement au moment du vote. Et à l'échelle municipale, on a une ambition limitée, entre guillemets, mais on voit bien que cette forme de reprise en main par le citoyen et la citoyenne de sa place dans la société prend des formes différentes et émerge. C'est la raison pour laquelle il y a eu le grand débat national sur l'écologie et la transition écologique. Il y en a une autre sur la fin de vie, sur les conditions de fin de vie. On voit bien que il y a aujourd'hui une montée et qu'on commence à ressentir au niveau national, et c'est que au début, mais à l'échelle locale, dans des grandes villes aujourd'hui, comme Nantes, comme Rennes et comme d'autres villes, il y a effectivement cette montée de la participation citoyenne. Il n'y a pas un seul grand projet aujourd'hui qui ne soit pas fondé dans une démarche de dialogue citoyen. Alors plus ou moins élaboré, plus ou moins grande échelle et plus ou moins manipulatrice selon effectivement l'exigence et l'éthique des élus, mais ça veut dire qu'il faut une charte de la citoyenneté, il faut une charte de la participation citoyenne pour garantir les conditions. Mais c'est comme une démocratie. La démocratie, elle repose sur une constitution. Eh bien, il faut des règles, il faut des manières de faire, il faut des processus, il faut des techniques, mais il faut garantir aux citoyennetés le fait que l'ensemble de cette démarche soit à la fois, on y reviendra peut-être tout à l'heure, transparente, cohérente et respectueuse du processus et du mandat accordé aux citoyens. Oui, parce qu'en fait, là, il y a eu un doublement, hein, des listes citoyennes, c'est énorme. Je crois que les grands vainqueurs des élections, si on regarde les résultats en nombre de sièges, ce sont les listes citoyennes. Après, moi, quand je regarde, à l'intérieur de ces listes citoyennes, il y a vraiment de tout et c'est-à-dire qu'en mettant le nom liste citoyenne sur une liste, ça ne donne pas, la qualité du processus qu'il y a eu pour faire émerger les choses. Donc ce que j'aimerais bien, maintenant avec vous, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer, comment, vous l'avez fait à Saint-Lunaire? Peut-être, qu'on arrive par cette discussion à voir, quels sont les fondements, essentiels à respecter et quelles sont les erreurs, à éviter. Voilà, comment ça a commencé? Comment vous avez fédéré, des gens dans cette démarche? Alors, cette démarche, elle part d'assez loin, effectivement, et l'enjeu et l'éthique qu'on doit avoir, c'est de respecter effectivement cette parole de citoyenne. Et donc pour ce faire, je vais repartir pas tout à fait de la fin, mais pour remonter un peu, on est arrivé à peu près 400 propositions issues d'un certain nombre de démarches sur lesquelles je vais revenir. Ces 400 propositions, on les a synthétisées parce qu'il y a beaucoup de propositions qui étaient formulées un peu différemment. Donc on les a synthétisées en 185 propositions uniques. 185 propositions uniques et traçables, c'est-à-dire qu'on pouvait dire, la proposition numéro 28, elle vient de tel atelier de travail, etc. Et donc il y avait alors cette proposition numéro 25, elle pouvait faire référence à 3 ateliers parce que dans sa formulation, elle pouvait être un peu similaire, mais on avait une traçabilité et on pouvait dire oui, c'est tel jour dans tel groupe de travail que cette idée a été émise. Et donc le fondement même de cette démarche, c'est que ces 185 propositions étaient toutes issues d'un travail effectivement participatif et citoyen. Et donc, si je remonte un tout petit peu dans le temps, une année avant les élections, en avril
2025, on a organisé notre premier forum citoyen. Et ce premier forum citoyen et donc par invitation, voilà, Mmh. on a fait, des invitations, distribution toutes boîtes aux lettres et cetera, distribution sur le marché, des flyers, enfin bref, toute une technique normale, pour inviter et donc ce forum 1 forum citoyen, il s'est déroulé, on était, pas loin de 70 personnes. On a dit: «On n'a pas d'ordre du jour». Bon, pas d'ordre du jour, venez discuter. Donc, bah, voilà, quels sont les sujets, qui émergent? Et puis on a commencé à faire émerger un certain nombre de sujets, les gens disant: «Moi, je veux parler de ça. Moi, il y a quelque chose qui va pas» et cetera. Et puis de là, on a fait émerger, 6 ou 7 thèmes majeurs et donc c'est parti des propositions et c'est les 6 ou 7 thèmes, on a organisé 6 ou 7 tables et pendant, 1 heure et demie, les personnes ont commencé à travailler sur ces 6 ou 7 thèmes et ce qui est intéressant, c'est que on part d'une approche individuelle, d'une problématique individuelle pour en faire un objet collectif. Et de cet objet collectif, on en fait de l'intelligence collective à travers une démarche, qui est une technique, de type, forum ouvert. Là, c'est des techniques d'animation très particulières et donc pendant, 3/4 d'heure, un 1er groupe de personnes qui se souhaitaient réfléchir sur ce sujet-là, ont travaillé. Et puis, au bout de 3/4 d'heure, on a fait un changement avec une petite cloche et les personnes sont allées sur d'autres tables, sur d'autres thèmes. Et le premier thème qui avait été travaillé par le premier groupe de personnes, eh bien, le deuxième groupe de personnes découvrait à la fois le thème et puis le travail produit. Et on repartait pas de zéro, on repartait du travail produit par le premier groupe, dans une idée cumulative. Et Mmh. donc, ça crée les conditions d'une émergence, d'une intelligence collective, issue des expériences des uns ou des autres, et qui n'est pas effectivement la somme des intérêts particuliers, et encore moins celui qui va prendre la parole parce qu'il est à l'aise, parce que c'est quelqu'un qui a envie de gueuler, de dire les choses, et de monopoliser la parole, souvent des hommes, voilà. Mais donc on voit bien que là, c'est non pas pour casser la productivité, mais au contraire enrichir une capacité créative collective, et c'est là où, les gens se rendent compte: «Ah ouais, mais là, effectivement, ton idée, elle est géniale. Ah bah oui, mais si à partir de là, on pourrait essayer de faire ça» et Mmh. là, on est dans une idée où on transforme, l'intérêt particulier en citoyenneté, c'est-à-dire des Mmh. gens qui vont parler d'intérêt général. Alors quand, et donc on a fait ça une première fois et puis de là, on a fait une synthèse et on s'est dit, mais en fait, il y a un thème central, il y a des thèmes centraux qui émergent. Il y a le thème de la convivialité, il y a le thème des solidarités, il y a le thème de l'innovation et ça a construit après d'autres temps de rencontres où on a réuni, pareil, tous ceux qui souhaitaient venir venaient, entre 50 et 80 personnes pour travailler pendant 3 heures. On les a appelés les crêpes citoyennes parce que, on se réunissait dans une crêperie qui nous accueillait, gracieusement. Parce qu'elle croyait vraiment dans notre démarche, hein, en tout cas la gérante de cette crêperie et donc on a, comme ça créé un certain nombre de rencontres pour travailler sur des thèmes et des sujets, et de là, est née une partie du programme. Mais on s'est dit en fait, pour toucher le plus grand nombre de personnes, c'est pas suffisant en fait ces temps d'échange et de rencontres, même si ça a produit énormément et donc on a lancé une grande enquête distribuée dans toutes les boîtes aux lettres pour permettre à chacune et à chacun, ceux qui peuvent pas, ceux qui veulent pas, ceux qui ont des difficultés à intégrer un collectif comme ça de réflexion et on sait que ça peut apparaître difficile et donc on a distribué pas loin de 3000 enquêtes sur, il y a 3000 boîtes aux lettres à Saint-Lénaire, aussi bien en résidence principale qu'en résidence secondaire. On l'a fait avant les vacances scolaires du mois d'octobre et puis on a reçu, 440 réponses Waouh! qui, une professionnelle qui nous accompagnait nous a dit: «Bah, attendez-vous à 150 à 200 réponses». On en a eu plus du double. Alors il y en a eu, un certain nombre qui, voilà, étaient pas totalement remplis. Bref, on est arrivé à 370, questionnaires renseignés, retournés donc soit par internet, soit par voie postale, soit, on était au marché et cetera et là, c'était 370, questionnaires renseignés, totalement renseignés avec, on avait laissé, bon, il y avait des questions dites fermées, «Êtes-vous favorable, pas favorable?» et cetera. Mais il y avait surtout, des questions, dites ouvertes, c'est-à-dire, de libre expression et on a reçu
377 propositions. Donc des gens effectivement qui, formulaient, faisaient des suggestions et on s'attendait à ce qu'une grande partie soit plutôt une expression négative, voilà, de perception négative d'une situation présente. Pas du tout. C'était on leur donnait la parole et les personnes vraiment, les habitantes et les habitants de Saint-Hilaire se sont, projetés dans cette, démarche, bah, ah, on nous écoute, on nous demande notre avis, on nous demande la parole, on nous donne la parole. Eh bien oui, vous avez, tout aussi droit effectivement à vous exprimer que n'importe qui et donc vous pouvez exprimer ce que vous souhaitez, à travers, voilà, des espaces de proposition. Alors dans les 377, il y en avait aussi qui étaient, forcément des doublons et cetera, mais il y en avait aucune négative. On a dû en avoir une ou 2 de type: «Allez, virez-les du château», enfin bref, virez-les du me mais vraiment, enfin, c'était, c'était 99 effectivement et des propositions positives, heu, tournées vers l'avenir, avec un état d'esprit extrêmement positif. Alors là, c'est venu nous nourrir aussi notre programme, hein. Ça donc, quand je disais la 25e proposition, elle était peut-être issue, de cette enquête, citoyenne et donc ça nous a demandé, évidemment beaucoup de travail, hein, parce que, c'est énormément, il faut concevoir, hein, et puis faut distribuer, faut ensuite analyser, l'ensemble de ce questionnaire. J'avais une question justement là-dessus pour moi qui, est un peu, où j'arrive pas à la résoudre. C'est, est-ce que la méthode est complètement décorrélée du contenu politique? C'est-à-dire que là, vous prenez plein, plein, plein de propositions. Est-ce qu'il y a, un cap, est-ce que le groupe arrive à former, quelque chose qui, est en dehors de toute, tendance politique ou comment vous voyez la chose? Absolument. Là, pas tendance politique parce que tout est politique, mais partisan, oui. C'est-à-dire qu'on était une liste, totalement apartisane, c'est-à-dire que reliée à aucun parti politique, ni individuellement ni collectivement, et que là, c'était vraiment les attentes, des habitants et à l'échelle municipale. Alors on est dans une petite ville, hein, donc on n'est pas dans les grands débats comme à Rennes, à Nantes, à Lorient, Brest et cetera, pour prendre des exemples ou Saint-Brieuc, pour prendre des exemples, bretons. Donc là, on est ancré sur un territoire, sur la quotidienneté et la proximité et donc il faut, apporter les réponses aux attentes et aux besoins et on en a la capacité d'écouter, de donner la parole et de pouvoir structurer après évidemment sur les 185 propositions, on les a organisées, par thème, liées à nos valeurs, liées à notre approche, Bah, voilà, quand liées vous dites liées à nos valeurs, les valeurs de qui? C'est-à-dire, si vous vous êtes adressé à tout le monde, voilà, qu'est-ce que ça veut dire liées à nos valeurs? Alors, on a, pour ce faire, pour créer l'ensemble de ce processus, on a créé, une association au départ, donc en janvier, 2025. Donc ça nous a demandé à peu près 6 mois de travail en amont, hein. Donc on a commencé, en juillet 2024, hein, pour, les élections en mars, 2026. Et cette association, elle avait effectivement un certain nombre de valeurs, la valeur d'écoute. L'objectif de l'association, c'est de créer les conditions de la démocratie participative et citoyenne à Séminaire, en faisant, des propositions concrètes. On aurait pu tout à fait, donc fonder sur des valeurs d'écoute, de respect, de diversité au sens, genré du terme, faire en sorte qu'il y ait la place effectivement, pour les femmes, mais aussi pour toutes les tranches d'âge, d'être dans cette, démarche-là. C'était pas des valeurs, c'était des valeurs, évidemment, C'est des fondées sur valeurs humaines, en fait, des c'est valeurs pas humaines, et claires et fortes, mais aussi, mais pas politiques. Alors tout est politique, hein, mais pas partisan en tous les cas. oui, parce qu'en fait, la question que je me pose par rapport à ça, c'est, la municipalité, elle va être, face à des défis, globaux. Par exemple, on pense à l'écologie, donc à des ou même, sur, l'énergie ou est-ce que cette démarche, elle est capable de traiter des sujets comme ça, qui sont justement pas forcément des sujets qu'on voit au quotidien où il faut une projection et forcément, des connaissances particulières, quoi? Absolument. En fait, je rebondis sur une des raisons que j'ai pas développées en amont, mais
on est face à des enjeux, mais juste considérables. On a beau être là à Saint-Lunaire ou à Vannes ou Lorient, dans des endroits absolument magnifiques, il n'en demeure pas moins que les enjeux planétaires vont nous toucher, sans doute peut-être un peu moins et encore. Typiquement, par exemple, en Bretagne, on se considérait à l'abri de la pénurie d'eau. En 2022 Mmh. en 2022 Ah à Saint-Lunaire, on était à 3 semaines, de la fin du stock d'eau, et donc à 3 semaines en 2022, donc il s'avère que c'était au mois d'octobre, tant mieux parce que, mais donc il a plu à ce moment-là, donc on a pu reconstituer le stock d'eau, mais considéré, à Nantes, ça a été pareil, il y a eu des moments effectivement, assez, tendus, et donc on voit bien que ces grands sujets-là vont nous toucher. Le retrait du trait de côte vont nous toucher. Alors peut-être moins qu'en Vendée, parce que là, la Vendée, bah, c'est des dunes de sable et que on a construit sous le niveau de la mer, donc voilà, donc il va falloir effectivement, mais quand on voit effectivement la Normandie, par exemple, ou même la baie du Mont-Saint-Michel, aujourd'hui, bah, c'était des polders avant. Ça va redevenir des polders, marécageux, inondés régulièrement par la mer, rendant, l'agriculture impossible, rendant les nappes phréatiques, salinisées, donc Mmh mh. impossible à boire et cetera. Ça va modifier, donc on est face à des enjeux et que ces enjeux-là, on ne peut plus les traiter de manière verticale, de manière autoritaire. Il faut effectivement, pour permettre l'acceptation de la transformation. Je vais citer un exemple typique de Saint-Lunaire. Pour permettre l'acceptation et donc la mise en œuvre des décisions, il faut qu'elles soient effectivement à la fois comprises, mais aussi effectivement prises par le plus grand nombre. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça veut dire que même sur les sujets extrêmement techniques, je prends l'exemple de la fin de vie. Regardez, c'était 150 personnes tirées au sort euh, qui provenaient de religions, de visions spirituelles, de visions philosophiques, de métiers, de régions, etc., d'âges, de cultures totalement différentes, et qui effectivement ont pu se mettre d'accord sur un constat et sur des approches ô combien complexes hein, sur la fin de vie, chacun ayant sa propre expérience, non pas personnelle, mais enfin en tout cas dans son environnement de fin de vie. Et donc comment ont-ils pu arriver? Parce qu'il y a eu effectivement des apports d'experts. Il y a eu une acculturation à des sujets. C'est vrai que sur des sujets techniques aussi, sur l'eau, ça peut être extrêmement technique. Et donc, il y a une acculturation. Donc ça veut dire que ça prend du temps. Et il faut permettre aux citoyens de s'acculturer sur un sujet et ça ne les empêche pas après d'arriver à des propositions parfois beaucoup plus audacieuses que les politiques ne pourraient le faire. et si je reviens donc à la préparation de votre programme au sein d'une liste, est-ce que ces enjeux qui sont beaucoup plus larges que la commune, vont être inclus puisqu'il va pas y avoir, cette acculturation justement dans cette démarche, à ce moment-là? Donc c'est quelque chose que vous implantez après, une fois que vous êtes à la mairie ou? Oui, absolument. Il y a des sujets, qui sont des sujets, complexes, et on dit simplement: «Ben, nous, on organisera, une convention citoyenne sur le sujet, et on prendra, 6 mois, 1 an, pour le faire». Elle aura un mandat, donc un cadre dans lequel effectivement cette convention citoyenne pourra être amenée à travailler. Elle aura un budget pour fonctionner en propre, c'est-à-dire, de pouvoir faire venir des experts, de pouvoir éventuellement mener quelques petites analyses, de pouvoir se déplacer pour aller voir ce qui se passe aussi ailleurs. Et donc, elle aura son budget propre, elle aura sa temporalité et elle sera animée dans des méthodes d'animation et de techniques d'animation pour permettre l'intelligence collective. Et donc, il y aura les moyens pour effectivement créer les conditions de ce travail et de cette réflexion. Et donc, pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, on demande aux personnes d'abord y compris d'ailleurs dans le tirage au sort. C'est-à-dire qu'on dit effectivement cette conviction citoyenne, elle doit être le plus représentative de la population, tranche d'âge, catégories socio-professionnelles, etc. Donc le meilleur moyen, c'est le tirage au sort, parce que sinon, si vous demandez aux gens volontaires, ben, c'est des gens qui vont être plus ou moins compétents, plus ou moins contre, plus ou moins, etc., et qui ont une relation au sujet qui sera déjà plus ou moins organisée. Et donc Oui, réunir ces qui se personnes-là. rapprocherait aussi du fait que quand on va, dans toutes les listes, on se rend compte que c'est souvent les mêmes personnes, en fait, qui participent aux réunions publiques. Ce sont les mêmes personnes. C'est vraiment une certaine typologie, de personnes, j'ai eu le sentiment,
en allant là-bas, d'être dans un espèce d'entre-soi et je parle même pas d'un entre-soi comme on peut en parler, d'habitude, c'est-à-dire dire, les classes, les élites ou les non, ça peut être des entre-soi, très différents selon les communes. Ça peut être des entre-soi, j'ai entendu, sur certaines communes, de gens, de souche, alors que moi dans ma commune, c'est tout le contraire. Les gens de souche sont plus du tout impliqués, dans les processus donc est-ce qu'en fait, c'est très intéressant tout ce que vous dites, donc moi je partirai, jusque jusque dans l'espace avec vous, mais je vais essayer de revenir à votre démarche. Donc on était au fait que vous avez fait, donc ces groupes de travail, Ouais. vous avez fait des synthèses et quelle a été la suite alors? Alors la suite, on n'était pas au départ, dans une idée de liste. On était dans une association, qui, promeut la démocratie participative, et citoyenne, et puis, bah, progressivement, on s'est dit: «Bah, issu de cette démarche-là, on va créer une liste». Et donc la liste, elle s'est constituée, vous voyez les élections sur le mois de mars, bah, fin janvier, mi-janvier, elle était constituée la liste. C'était 23, hommes et femmes, parité. Et la tête de liste, pour vous dire dans la démarche dans laquelle on était, la tête de liste n'était pas, on n'est pas parti dans une verticalité, c'est-à-dire d'une tête de liste, d'un homme ou d'une femme, et qui organise, l'ensemble du processus. On était, d'ailleurs notre association de départ était une association collégiale, il n'y avait pas de président. On était tous vice-présidents de l'association. Donc c'est une structure collégiale et la tête de liste a été, élue, en le 31 janvier, donc en fin de parcours. C'est-à-dire qu'on a conclu, on avait le programme, créé, constitué par, l'association. On avait une liste qui a émergé et puis in fine, on a fait, émerger une tête de liste par, votation. Bon, en l'occurrence, c'était moi, mais ça aurait pu être n'importe qui, et le processus et personne ne pouvait imaginer, au départ, qui serait tête de liste et ça pouvait être n'importe qui. Hem, il y a donc on a fait une fiche de poste et cetera, les attendus, d'une tête de liste, et donc bah, c'est l'émergence, voilà, progressive qui s'est faite, mais c'est pas, une personne qui s'est réveillée en disant: «Je veux participer au conseil, aux élections municipales et je vais créer une liste autour de moi». Non, on a fonctionné, totalement différemment. D'abord, sans intention de participer aux élections municipales. Bon, dire que ça n'existait pas dans la tête d'un certain nombre d'entre nous, ce serait, pas être, totalement juste. Mais on est parti d'abord sur effectivement une dynamique, citoyenne et puis après on a concrétisé par une liste et puis une tête de liste et une participation aux élections. Mais en fait, en conclusion, enfin sans être dans la conclusion là tout de suite, et tout le monde nous a dit, qu'on avait, réveillé la citoyenneté, et la démocratie à Saint-Lunaire, qui était endormie depuis 30 ans parce que c'était, le même maire depuis 30 ans et cetera et que, c'était, en gros la même liste qui se présentait systématiquement, face à lui, systématiquement il y avait, le même écart de voix, enfin bref, Pareil tout ici, pareil. donc et là, nous, on est arrivés, on chamboule tout. Non seulement on chamboule tout, mais c'était pas l'intention, mais on a réveillé et les gens nous ont dit: «Mais grâce à vous, mais vraiment, je le dis pas, Ouais, pour, ouais, ouais. mais grâce à vous, vous avez remis en débat, un certain nombre de sujets, et vous avez remis le débat sur la scène publique, ce qu'auparavant on n'osait pas, on faisait pas, il y avait pas de campagne municipale parce que, bah, voilà, c'était acquis au premier tour, le maire se faisait réélire au premier tour, donc il y avait pas de débat, et donc voilà, là, vous avez réussi à réintéresser les gens à la chose publique. Alors on n'a pas été élus, c'est vrai, on y reviendra tout à l'heure, mais on peut être, je crois, assez fier, de ce qu'on a fait, dans la méthode, dans l'approche, dans la rigueur. Ça veut dire que toutes les propositions qui étaient formulées étaient issues de la participation citoyenne, mais retravaillées derrière, par, des collectifs, pour fournir un programme. On était prêt pour être élu, hein, pour, après le 2e tour, parce qu'on avait extrêmement bien travaillé, en termes de méthode, en termes de fond et en termes de forme et c'était une très, très, très belle expérience en tous les cas. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous pensez qui a fait que, c'est pas allé plus loin? Alors d'abord,
la plupart des listes citoyennes qui se présentent au premier tour finissent à entre 10 et 15%. Nous, on a terminé à 27%. Donc ça, c'est le premier point. Déjà, 27%, c'est pas rien. On pouvait se maintenir au second tour. On a Surtout décidé que vous étiez 3 listes, c'est ça, hein? on était 3 listes. Ouais. Donc les autres ont fait 34 et 36%. Mais précédemment, le maire qui se représentait pas, mais c'est son adjointe qui se représentait, sa première adjointe, le maire finissait à 65% au premier tour. Donc voilà, on a capté 27% des voix, ce qui est voilà, d'un certain nombre de personnes qui font de l'analyse politique disent c'est juste incroyable quoi d'avoir réussi au premier coup à 27%. Et donc on s'est pas représenté au deuxième tour. La raison au départ, on voulait se maintenir et puis on s'est dit en fait, il risque d'y avoir un vol utile et que parmi nos électeurs, un certain nombre de personnes vont voter A ou B pour permettre à A ou B d'être élus. Nous, puisqu'il n'y avait pas de réserve de voix, puisqu'on était déjà à 78% de taux de participation, 78? ouais, 77, Waouh! ouais, donc très fort niveau de participation. Donc ça, c'est aussi un c'est un signal plus que faible de dire, bah, on a réveillé cette citoyenneté, quoi. Les gens sont venus voter, quoi et ils sont venus voter, pour beaucoup pour nous, puisque effectivement, en gros, on a pris, sur la liste de l'ancien maire, on a pris effectivement les 27% puisque je vais revenir sur l'autre liste. Mais on a décidé de pas au départ, on voulait se maintenir. Mais on s'est dit, on va passer de 27% à 10-15%, on va perdre notre crédibilité, on va rien gagner, on aura un siège au conseil municipal. Bon, moi j'ai 30 ans d'expérience de vie municipale, donc c'était pas quelque chose que c'est moi qui aurais été élu, j'aurais rien appris de plus, voilà, faire 6 ou 7 ans au conseil municipal. Voilà, j'aurais pu bon, il y a d'autres arguments qui se tiennent, aussi à l'opposé, mais l'argumentation principale, c'est de dire: «On va perdre un peu en crédibilité» et surtout, puisqu'on croit en la démocratie, eh bien, les 530 personnes qui ont voté pour nous, on va leur dire: «Bah, écoutez, évidemment, votre choix est libre. Vous votez pour qui vous voulez» et ça permet aux lunériennes et lunériens de décider en pleine conscience entre 2 personnes, puisque ça se jouait entre 2 personnes, 2 listes, qui ils voulaient effectivement, porter à la mairie. Heu et de fait, effectivement, sur nos 530 voix, 400 et quelques, se sont reportés sur une liste, et 90 sur une autre liste et la liste de l'ancien maire a été battue, très largement. Il y avait la volonté, bon là on sort un peu du cadre de Mmh nos mh, mmh échanges, mais il y avait la volonté sans doute, une forme de dégagisme, voilà qui s'est imposée et qu'on a pu, heu, de manière indirecte, puisqu'en fait on n'avait donné aucune consigne de vote, permettre en tout cas cette expression-là, puisque les 2/3, les 3/4 de nos électeurs, du premier tour se sont reportés vers une liste au détriment d'une autre donc ça a permis de manière très claire et très distincte, l'élection, d'une équipe, en place, pourquoi, alors pourquoi en fait on n'a pas pu? Je pense qu'on a fait 27%. Il s'avère aussi que, heu, la liste qui a in fine été élue avait 34%. C'était la même liste à peu près en 2014, elle avait fait, 14 20 34%. En 2020, elle avait fait 35%. Là, elle fait, 34%. Donc il y a une forme de récurrence d'un électorat sur une liste, je veux dire, là plutôt de droite et de résidence secondaire. Donc c'est un même niveau, 34, 35-36, autour de 35%. Et donc ça, c'est une espèce de constante, à Saint-Lunaire et puis, bah, nous, on arrivait avec une proposition un peu alternative, mmh, on mmh. va le dire, un peu, pas conservatrice par essence, qu'on a bousculé sans doute un certain nombre de choses et que, bah, il y a aussi, bah, des le nouveau fait toujours un peu peur, et que sans doute, que, lors des prochaines élections, on n'aura pas tout ce travail de pédagogie à faire sur la démocratie participative et que, entre-temps, bah, on aura continué de travailler, dans le cadre associatif pour faire valoir notre démarche et que sans doute, on a des chances qui augmentent au fur et à mesure effectivement où le temps passera. Là, Le Monde avait fait d'ailleurs un papier sur, le localisme. C'est-à-dire qu'on nous a dit, «Oui, vous êtes pas des natifs de Saint-Lunaire». OK. La liste, de l'ancien maire,
étaient effectivement, ils ont fait leur école, et cetera. La deuxième liste aussi, et nous, on n'était pas effectivement on était plutôt des personnes qui sont arrivées, bon, il y a 5, 10, 15 ou 20 ans, Mmh. mais au gré de l'évolution de la construction aussi de la ville, quoi, ici, du village, de la commune, qui a augmenté ce nombre d'habitants, et donc on était représentatif, en fait, de cette, finalement, nouvelle génération, quoi. Je parle pas de tranche d'âge, hein, mais de génération vivant sur le territoire, un peu des retraités qui arrivent prendre leur retraite sur le territoire et qui s'impliquent fortement. Mais ce localisme est réel, et dans tous les villages. Dans les îles, c'est encore beaucoup plus exacerbé. Si on n'a pas trois tombes dans le cimetière de 3 générations différentes, Ça, c'est ce on n'est qu'on dit pas de Elia, Groix. on n'est pas à Groix, on n'est pas de Oui, Groix, mais vous on n'est voyez, pas de Belleville. on peut parler de ça, mais du contraire aussi. Ici, à Riantec, il y a eu une croissance de la population tellement phénoménale que les gens, de souche, qu'on peut appeler de souche, ne sont plus représentés, plus du tout. Ouais, ouais. Et donc, il y a aussi une perte culturelle, selon moi, hein, de l'héritage, parce que il y a pas le même attachement. On peut avoir un attachement quand on vient s'installer dans une ville, on a un attachement, on trouve la ville belle, voilà. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi. Alors, je sais que ça existe dans l'autre sens où c'est des châteaux forts et pas loin d'ici d'ailleurs où ils sont enfermés, ils laissent rentrer personne. Mais il y a aussi le contraire qui se passe dans une ville comme la mienne où Ouais. c'est complètement inversé. Parce que souvent, effectivement, le localisme, l'identité, et cetera, on se rapproche de thèses, nationalistes pour Mais c'est faire, un peu court. Mais Oui, le mais monde c'est analysait ça qui est justement. étrange. C'est que, moi qui, je me suis vue très ouverte sur, notamment l'immigration, j'ai pas de problème et j'ai vu naître en moi des espèces de rancœurs monter sur le fait que, ces nouveaux ne prennent pas en compte l'héritage, OK? Surtout dans une culture, bretonne comme ça. Faut voir que, la génération, de nos grands-parents, et s'habillaient ma grand-mère, elle avait, la coiffe, l'habit breton. Donc Mmh. il y a vraiment une culture qui a fondu, en 1-2 générations et donc j'ai vu et c'est ça qui est, étrange dans ces endroits-là, de voir, en soi monter des tensions et d'ailleurs, le premier épisode, donc l'épisode précédent que j'ai fait, c'était sur les tensions, les conflits, comment, on gère tout ça. Parce que, c'est là, je suis allée notamment aux premiers conseils municipaux. Il y a Est-ce qu'il y a une possibilité avec ces approches de sortir de cette conflictualité, c'est-à-dire, larvée qui s'exprime comme ça, mais qui ne se résout pas. Est-ce Ouais, que ouais. vous pensez que, votre approche ou cette approche-là, qui n'est pas seulement votre approche, mais, est-ce qu'elle peut, répondre à, cette problématique-là? Ah, je crois en tout cas, elle doit l'intégrer, cette problématique-là, parce qu'elle est fondamentale, elle est essentielle. Dans le respect de la culture, on peut naître par hasard à un endroit, mais je pense qu'on construit, quelque chose que sur le fondement, d'un passé, d'une culture, d'une histoire. On peut pas être in abstracto, d'un territoire, on peut pas être in abstracto d'une vision culturelle, d'une vision historique. Et donc, d'ailleurs, tous les urbanistes qui travaillent au développement des communes fondent tout leur raisonnement sur effectivement le patrimoine humain, le patrimoine naturel, le patrimoine historique, et c'est de cette approche-là qu'on peut créer les conditions d'une modernité. Et cette modernité, elle doit s'ancrer dans ce territoire, dans cette réalité géographique, de la diversité biologique, de la diversité des paysages. Elle doit s'ancrer, et à telle enseigne, par exemple, et c'est le paradoxe, heu, c'est-à-dire que l'ancienne municipalité présentait Saint-Lunaire comme, évidemment, sa côte, sa dimension estivale, et puis en disant: «Et ces petits coins de verdure, et ces petits coins de verdure». Preuve que
en fait, cette culture-là d'une commune qui était en ancien port, mais pas très développée, qui vivait beaucoup sur Saint-Malo et les grandes navigations au long cours de Saint-Malo, un peu de paysannerie, un château, etc., mais qui a disparu depuis longtemps, mais et qui au 19e siècle est devenu grâce à un milliardaire haïtien qui a construit effectivement cette ville autour de la mer en faisant venir le train, etc. Enfin, en construisant des villas absolument magnifiques, somptueuses. Et puis après, les Anglais sont arrivés, etc. Enfin bref, c'était resté dans cet imaginaire. Et en fait, derrière ces petits hameaux, il y en a une soixantaine, ça n'apparaissait que comme des petits espaces de verdure. Ben non, non, en fait, la vraie culture, elle eût été effectivement de prendre en compte, et nous on l'a pris en compte, à la fois d'un point de vue historique, géographique, mais aussi d'un point de vue social. C'est-à-dire que la ville s'est étendue aussi, et pas uniquement en front de mer, puisqu'on peut plus en front de mer évidemment, mais surtout effectivement dans ces petits hameaux, j'allais dire dans la campagne. Et que ce sont des gens qui se sont sentis isolés, abandonnés, qui n'existaient pas. Ils n'étaient que des petits hameaux de verdure, des petits coins de verdure. En fait, c'était beaucoup plus que ça. Et je pense que la municipalité d'aujourd'hui, enfin précédente, n'avait pas vu les conséquences de son propre aménagement, parce que c'était effectivement pendant 30 ans, la ville s'est étendue, etc. Mais ils n'ont pas intégré cette dimension sociale. Ils sont pris à leur propre piège, et finalement ce dégagisme, c'était pour partie à cause de ça, au-delà éventuellement d'un système de gouvernance, et que du coup l'alternance, là aussi en démocratie, si on veut parler de démocratie, c'est une hygiène démocratique que de se dire, allez, 3 mandats, ça fait 3 fois 6, 18 ans, ça fait déjà une génération. 3 mandats, c'est déjà le maximum. Quand on fait 5 mandats, eh ben, à un moment donné, on n'est plus en capacité de repenser les choses avec une vision suffisamment claire, et que on peut pas concentrer en une seule tête ou dans un seul bureau Oui. la synthèse de toutes les problématiques effectivement qui existent. Et donc nous, on dit, il faut réinventer la gouvernance, il faut réinventer la manière de faire par effectivement cet apport de la citoyenneté. Mais de toute façon, si on va vers, cette voie-là, c'est plus une tête, qui va, faire, 3-4 mandats et parce que, j'ai 2 choses qui me sont venues pendant que vous parliez. Il y a, déjà le qui revient sur la motivation qu'ont les gens à être, maires ou élus. Parce que souvent, je vois, beaucoup, d'aveuglement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir, ils veulent mener leur bateau, mais ne veulent pas prendre en compte véritablement, tous les gens de la commune mais surtout là, je vais revenir sur ce que, vous venez de dire. C'est que, vous dites, oui, pas 2, 3, 4, 5 mandats, mais en fait, il y a pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou en tout cas, c'est un risque dans les communes, c'est que justement ça balance d'un programme à un autre, d'une vision à un autre. On parlait de dégagisme, c'est-à-dire qu'on dégage, quelqu'un, une mairie pour prendre un autre maire, parce que j'ai l'impression quand même qu'on est un peu dans une, démocratie du consommateur. C'est-à-dire, oui, c'est pas bien, paf, on passe à autre chose sans regarder véritablement le fond et donc ça pose la question du long terme, d'une vision à long terme pour une commune. Est-ce qu'on peut avoir une vision long terme dans une commune? Et juste pour, donner bon, je pense à Auray là, qui avait Mmh. réussi pendant 6 ans, qui a fait des choses incroyables et qui pour quelques, mais vraiment, hein, pour très peu de voix donc n'est pas repassé. Ils avaient lancé, quand même des gros projets, qui sont bien avancés comme, une coopérative agricole, intégrer, justement les fruits de la coopérative, les légumes dans, Mmh. à la cantine. Et je pense à une autre commune qui s'appelle Montsartou et qui est un peu, l'initiatrice aussi de tous ces mouvements de coopératives agricoles qui sont, municipalisées, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui elle a eu un maire et maintenant a le fils du maire, donc Ouais, sur 4 mandats et qui a réussi à faire des choses dans le long terme, mais ça tient tellement, j'ai l'impression, à une personne. Donc ma question, qui est très fouillis pour l'instant, mais c'est, quid de la possibilité d'avoir une vision à long terme, pour, une commune. Je crois que les enjeux
ne sont pas partisans. Aujourd'hui, quand on pose des enjeux autour de la biodiversité, quand on pense des enjeux autour de l'eau, autour de l'énergie, autour du rapport à la nourriture, quand on voit ce que vient de sortir effectivement le rapport de l'ANSES sur le codémium, etc. Enfin, euh, ces enjeux-là, euh, ils sont à l'échelle communale, ils sont effectivement des enjeux essentiels sur la place des aînés. On sait que la population va vieillir, sur la place des jeunes actifs, etc. Et finalement, tous ces enjeux-là, ils sont partagés par quasiment toutes les listes, sauf faire enfin, d'être aveugle. Mais quand on est aujourd'hui, quand on voit l'augmentation de la population des personnes âgées en France, en Bretagne, et sur le littoral, etc. On peut pas faire sans y avoir réfléchi, sans poser ce constat-là. Quand on voit effectivement la place des actifs et des jeunes actifs aujourd'hui dans nos communes du littoral qui sont exclus et de plus en plus loin parce que Oui, il n'y a pas les partage. moyens effectivement d'habiter, le coût du logement étant tellement inabordable, de se dire est-ce que la ville on veut la faire effectivement que de retraités et puis de maisons secondaires. On est, nous, à 58% de maisons secondaires à Salver, hein. Donc, ces déséquilibres-là, c'est pas loin de 50% de plus de 60 ans. Donc, ces déséquilibres-là, il faut pouvoir œuvrer sur le logement. Si la puissance publique n'intervient pas pour rétablir les déséquilibres naturels liés à l'ultracapitalisme, on se retrouve effectivement avec des situations qui ne sont pas viables, quoi, ne sont pas saines. Si on veut faire des ghettos pour personnes âgées riches, pourquoi pas? Et l'ancien maire ici il voulait construire une résidence service senior à 4 000 € effectivement le mois de loyer, quoi. Donc autant dire que ce n'était que pour avoir 4 000 € de retraite, il faut déjà plus, c'est du reste à vie, donc il faut pour avoir des niveaux de retraite de 6 000 € parce que en plus on a une voiture, etc. 6 000 € de retraite, là vous touchez 3% de la population française, quoi, des retraités, quoi. Et donc si c'était ça son projet, nous on s'est battu contre ça en disant non. Donc ça veut dire que il faut poser les constats, il faut rédiger les enjeux, les faire partager, et à partir de là, peuvent différer les moyens mais ça c'est possible et ça c'est des visions politiques au sens noble du terme qui doivent exister. Mais en tous les cas, poser les enjeux, faire le constat et poser les enjeux, on ne doit pas être dans la manipulation de l'information comme on le voit sur le plan national ou international. On doit effectivement pouvoir travailler collectivement sur ces éléments-là factuels et puis de se dire après il y a des visions différentes d'aménagement. Mais ça c'est il y avait des projets de ZAC qui étaient prévus. Nous on se disait nous on va faire du hameau léger sans artificialiser le sol. Et puis il y en avait d'autres qui prévoyaient aller 150 logements avec 300 voitures supplémentaires, quoi, dans une rue qui n'en avait pas la capacité. Nous, on dit non, il faut travailler différemment. Il faut que la capacité de construire pour des jeunes actifs via des BRS, ça doit être le long des axes de communication existants pour pas recréer des infrastructures de bus qu'on n'aura pas ou de pistes cyclables parce que c'est sur des terrains agricoles et qu'on n'aura jamais l'autorisation de le faire. Je prends les exemples de Nantes pour avoir bien connu, puisque j'étais directeur de la communication de la métropole et de la ville de Nantes. Il y avait des projets qui étaient lancés, de faire l'augmentation d'un nouveau pont, enfin le pont Anne de Bretagne, de le tripler en largeur, de faire passer des tramways. Les chantiers étaient lancés et que ce schéma-là, quels que soient les élus qui allaient être en place, il s'avère que c'est Johanna Roland qui a été réélue, mais ça aurait pu être effectivement être Chambardelot puisque c'était son opposant. Il aurait sans doute continué cette vision du développement de la mobilité pour tous et toutes, parce que ça s'impose à toutes les grandes métropoles, à toutes les grandes villes. Ici, c'est la place des jeunes actifs, c'est le logement, c'est la place quel parcours de vie pour les personnes âgées, mais c'est aussi les mobilités à la demande pour permettre effectivement aux personnes qui sont à moindre mobilité de pouvoir effectivement accéder aux services, etc. Mais c'était aussi la culture. C'est-à-dire qu'on est certes une ville balnéaire, mais tout peut pas se passer pendant 2 mois de l'année, et puis on oublie tout. Donc c'était effectivement la culture tout au long de l'année, avec une ambition très forte
sur le plan culturel pour permettre la rencontre, l'échange, la convivialité, le lien social, etc. C'était un tiers-lieu pour effectivement créer les conditions justement de remise en débat. Les gens nous faisaient le constat que on a trop souffert pendant 15 ans de cette verticalité numérique qui nous Mmh. a tous enfermés, où il y a plus de débat possible, il y a que des injonctions et des conflits. C'est l'image de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale TikTok, mais c'est aussi effectivement, une démarche, qui n'est permet plus, de poser, un, les enjeux et deux, de créer les conditions du débat serein et partagé. Et donc, nous, notre ambition, elle était là, quoi. Elle était de réinvestir non pas de l'infrastructure, mais dans l'humain, considérant que c'est ce qui a le plus souffert, c'est l'humain, et on le voit effectivement dans toutes les tensions, on le voit dans le sentiment d'abandon au plan national, qui peuvent provoquer des votes extrêmes. Et donc, on a besoin de retrouver cette écoute et cette participation et cette co-construction. Et donc, d'où la démocratie participative. Alors, il y a d'autres noms, il y a d'autres manières sans doute de faire aussi, hein. Ça va évoluer avec le temps. Et effectivement, vous disiez, par exemple, il y avait 700 listes citoyennes et participatives aux dernières élections municipales. C'est bien plus que les élections, que les listes du Rassemblement national. Oui. Bien plus. Et Non, donc, il mais y en avait que c'est les 400. grands gagnants, mais maintenant, il y a, je regardais, il y a aussi que 20 des listes citoyennes, élues aux dernières élections qui ont été reconduites. Absolument. Donc ça en fait, ça ne présage pas de la qualité de ce qui se passe au sein de ces listes et c'est pour ça que quand je vous ai vu au journal, d'ailleurs il y avait un autre monsieur d'une autre liste, j'ai senti qu'il y avait de la structure, qu'il y avait, et qu'il y avait une expérience qui pouvait aider, le groupe, peut-être vous et d'autres dans votre groupe, mais aider le groupe à justement, récolter et synthétiser et pouvoir, organiser cette, démocratie participative locale. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu pour que cet élan rencontre, un véritable succès, mais surtout un succès de que ça fonctionne? C'est parce que moi je vois, hein, localement, la liste, qui se disait faire du participatif, heu, avec mes lunettes à moi, avec mon expérience à moi, ne faisait pas du tout du participatif. Donc c'est une liste citoyenne qui pour moi, a juste mis une cosmétique. C'est-à-dire on réunit 3 personnes, on les fait discuter et puis voilà. Mais donc comment aujourd'hui, vous avez parlé de fréquences communes, vous avez parlé de votre association. Comment aujourd'hui, est-ce que vous, c'est une des choses que vous avez envie de faire, comment on donne les outils à des gens un peu partout en France pour pouvoir, entamer cette démarche? Alors, Fréquence Commune, on l'a évoqué, qui est une coopérative effectivement qui porte, les enjeux de démocratie participative et citoyenne et qui fournit, et on s'est beaucoup inspiré. Moi-même, j'ai été en formation, chez eux et cetera. Enfin, donc, nous, on est des facilitateurs au sens, voilà, donc on maîtrise, donc faire se peut, les techniques d'animation, les méthodes, les approches, mais, enfin, je l'ai dit et je le redis, heu la démocratie, quelle qu'elle soit, elle doit reposer sur des textes et des méthodes. Mmh. Il y a aujourd'hui sur le plan national des députés, il y a des sénateurs, il y a des chambres, il y a des mét il y a un agenda, enfin bref, il y a aujourd'hui une constitution qui réglemente, le fonctionnement de la démocratie. Eh bien, sur la démocratie représentative, sur la démocratie participative, bah, c'est pareil. Il faut effectivement s'imposer une éthique, s'imposer des règles, s'imposer un fonctionnement, être extrêmement rigoureux et en fait, tout l'enjeu, c'est de reconstituer la relation de confiance entre effectivement les citoyens et citoyennes et ceux qui, à un moment donné, peuvent porter, une certaine voix. Et cette relation de confiance, elle ne peut être fondée que sur effectivement cette rigueur et cette méthode. Et donc pour nous, il est juste fondamental. Donc ça veut dire que il faut continuer d'expliquer, il faut continuer de le faire vivre, il faut continuer de le mettre en œuvre et tous ceux qui ont expérimenté trouvent, la démarche extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, extrêmement riche et extrêmement productive. C'est-à-dire que, certains nous disaient, «Vous êtes des utopistes», bah, peut-être que l'utopie, c'est celle qu'on n'a jamais essayée, c'est peut-être la méthode qu'on n'a jamais essayée, c'est ça la définition d'utopie. Eh bien nous, en tous les cas, c'est pas un rêve, c'est une réalité. On l'a mis en œuvre Mmh. pendant 1 an. C'était sans doute pas suffisant. Il aurait fallu commencer, 2-3 ans avant, sans doute et donc bah, du coup, on reprend notre bâton de pèlerin et puis on recommence et on repart effectivement
à l'assaut parce que c'est une vraie, vision, là, du coup, politique que de se dire, cette démocratie représentative est en telle souffrance qu'il faut inventer et que sans doute l'échelle locale est à la fois un très bon laboratoire pour faire émerger, de nouveaux dispositifs. Donc là, il faut continuer d'inventer pour, nourrir aussi la réflexion sur le plan national parce que le plan national aujourd'hui, on peut plus continuer de voter contre, quoi. À un moment donné, on a tous envie de voter pour un projet et pas simplement voter contre. Mmh. Et puis de se dire: «Ben voilà, et on lâche prise pendant, 7, 6, 5 ans pour les quinquennats, pour le présidentiel, ou 6 ans pour les maires». Qu'il y a aussi, des moments, bah, il y a des évolutions. On voit bien effectivement qu'il y a le plan législatif qui peut imposer aux communes des nouveaux paramètres et qu'il faut qu'à cette échelle-là aussi on puisse se réagir. Par Juste une question pour finir. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, pour les prochaines municipales, veut se lancer, dans cette démarche? À se former. Heu, pour créer, une telle dynamique, il faut, non pas des moyens financiers, mais des moyens, de capacité à faire, au sens, intellectuel du terme. C'est-à-dire qu'il faut pas, s'inventer comme ça, on peut créer les conditions, mais bon nombre de listes, ont et bon nombre de personnes ont travaillé sur ces sujets-là en amont. Ça peut se réinventer, ça peut se moduler, mais il y a des techniques, et pour créer les conditions d'une intelligence collective et participative, ça se fait pas comme ça, simplement en réunissant des gens autour d'une table, sinon on n'a que la somme des intérêts particuliers et là, et C'est donc oui, ça c'est veut ça. dire qu'il faut s'engager dans une démarche en promettant le respect de cette démarche, mais à condition de la structurer en amont. Ouais, donc se former où d'ailleurs? Se former comment? Alors se former, vous pouvez faire appel à Fréquence Commune, vous trouverez ça effectivement sans problème, Je mettrai le Fréquence lien. Commune, qui, vous mettrai le lien, et qui, prodigue effectivement des formations, des accompagnements aussi, hein. On a été accompagnés nous, par exemple, sur l'élection sans candidat, OK. pour la tête de liste, hein. C'est là aussi une technique. Personne n'était candidat et donc, a émergé, bon voilà, en l'occurrence une personne, de manière majoritaire, sans objection, c'est-à-dire que personne n'avait d'objection à ce que je sois, tête de liste, c'est des techniques d'animation qui sont pas si simples à gérer quand on est une, 20-30 personnes et donc ça veut dire que là aussi, il y a des accompagnements possibles par fréquence commune ou des séquences de formation, il en existe sans doute d'autres et puis on peut être accompagné aussi par des facilitateurs de l'intelligence collective. Il en existe, il y a une cartographie d'ailleurs, sur le site de fréquence commune qui permet de repérer près de chez soi des gens susceptibles éventuellement de vous accompagner et de vous éclairer, de vous former aussi, pourquoi pas. Donc, bon là, ça demande un peu de moyens parce que ce sont des gens qui vivent de ça, ce sont des professionnels, comme Fréquence Commune aussi, hein, ils vivent de ça. Mais il faut savoir investir dans le savoir-être et dans le savoir-faire pour, construire, une approche de démocratie participative. Et là, une dernière question et c'est pour moi. Donc en fait, je mène une enquête, parce qu'en fait, en ayant regardé un peu ce qui se passait, dans les communes autour de chez moi, je me suis dit, «Oh aïe, 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 aïe», en fait, en effet, il faut se former. Il faut vraiment, aller en profondeur dans comment on peut, faire mieux au niveau de la commune et donc c'est une enquête et donc je vais, de personne en personne. Les sujets, il y a tellement de sujets, c'est très vaste. Vous, vous me conseilleriez, d'aller voir qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré sur ces sujets ou qui pourrait m'aider dans mon enquête? Dans votre enquête, Mmh. bah, vous avez interviewé Fréquence Commune quand même? Bah, non, pas encore, Pas encore? mais oui, c'est vrai, il faudrait que je le fasse. Ah bah, ouais, 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 parce que c'est vraiment eux qui ont porté ça, depuis longtemps. Il y a des journées nationales aussi, il y a des rencontres régionales, il y a vraiment, ils sont en coopérative, donc ils peuvent, tout à fait, répondre. Ils ont fait, un travail parce que je leur disais: «Mais à un moment donné, il faut aussi une analyse extérieure», donc ils ont demandé à 2 chercheurs de travailler sur le sujet, et donc il y a un document qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle. J'ai déjà oui, j'ai regardé, j'ai bien regardé et ils ont énormément d'ailleurs, quand on parlait d'avoir des moyens pour se former, ils mettent quand même, à disposition des ressources, Absolument, c'est en open source et gratuites, cetera. très, Ouais, ouais. très intéressantes. Je vous me conseillez d'aller voir Fréquence Commune. OK, Ouais, bah, ouais, très bien, ouais, ouais, ouais. je le ferai. Ouais. De toute Ah, façon, ils bah, sont dans mon radar, c'était obligé. j'imagine, j'imagine, ouais. Bah, merci beaucoup Xavier.
Merci et C'est puis, très enrichissant et je suis bien contente d'avoir allumé la télé, il y a quelques mois qui a mené à cette rencontre et très je vous bien, souhaite, beaucoup de réussite pour la suite. très bien et puis, je suivrai, votre projet Ouais et et donc, quand et je mettrai en lien, vous allez garder votre site internet, alors peut-être pas celui que vous avez constitué pour la liste, mais pour non, la mais celui de l'association, absolument, celui de l'association? l'association. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Vous Au aussi. revoir. Au revoir. Épicentre citoyen. Épicentre citoyen.